Partie 25 de l'art de vivre. Liberté et appartenance, l'équilibre du lien humain. L'être humain porte en lui une tension ancienne, profondément inscrite dans son développement biologique et psychique. Il avance dans la vie avec un double besoin qui semble le diviser et pourtant le structure. D'un côté, il cherche à être libre, maître de ses choix, de ses gestes, de ses orientations. De l'autre, il ressent le désir tout aussi vital d'appartenir, de se savoir relié, entouré, soutenu. Ces deux dynamiques ne sont pas des constructions culturelles récentes mais les deux forces qui ont permis à l'espèce humaine de survivre. L'autonomie lui a donné la capacité de s'adapter, d'innover et de dépasser les limites qu'imposait l'environnement. L'interdépendance lui a offert la cohésion, la protection et la transmission du savoir. Elles forment les deux pôles d'une même respiration intérieure. Comprendre cette oscillation demande de la replacer dans son terrain le plus ancien. Le système nerveux humain s'est construit dans des environnements où la survie dépendait autant de la capacité à se séparer temporairement du groupe pour explorer ou chasser, que de la nécessité de revenir à la communauté pour coopérer, partager la nourriture et assurer la sécurité nocturne. Les circuits neuronaux liés à l'autonomie libèrent des molécules associées au plaisir de réussir, à la progression personnelle, à la construction d'une identité qui se renforce à chaque expérience. À l'inverse, les circuits du lien social diffusent des signaux de calme et de confiance. Ils apaisent la réponse au stress et donnent le sentiment d'être enraciné dans quelque chose de plus vaste que soi. L'être humain oscille ainsi entre deux formes de satisfaction psychique. L'une qui se nourrit du dépassement, l'autre qui se nourrit de la relation. Quand cette alternance fonctionne, l'individu se sent vivant, dynamique, capable de s'investir sans s'épuiser. Mais quand un de ces pôles prend toute la place, l'équilibre intérieur vacille. Trop d'autonomie isole, trop d'interdépendance étouffe. La maturité relationnelle ne consiste donc pas à choisir entre liberté ou lien, mais à apprendre à articuler les deux. Cette articulation ne va pas de soi car l'être humain cherche naturellement la cohérence. Il préfère souvent la stabilité d'une position unique plutôt que la complexité d'un double mouvement. Pourtant, ce double mouvement est la condition même d'un développement psychologique complet. L'autonomie véritable n'a rien d'une rupture. Elle n'est pas une proclamation de détachement mais la capacité de se positionner intérieurement. Dans la vie quotidienne, elle se manifeste par ces choix que nous faisons parce qu'ils ont du sens pour nous, et non parce qu'ils répondent à une pression extérieure. Les environnements qui favorisent cette forme de liberté encouragent l'initiative et la participation active. Ils responsabilisent sans imposer. Ils reconnaissent que l'être humain agit mieux lorsqu'il comprend pourquoi il agit. Les recherches menées sur la motivation montrent que la qualité de l'engagement dépend davantage de la perception de contrôle que des récompenses externes. Quand une personne agit en ayant le sentiment que l'action vient d'elle, elle y met une énergie plus durable. Elle éprouve de la vitalité plutôt qu'une simple obligation. Pourtant, l'autonomie ne peut devenir un absolu. Quand elle se transforme en indépendance totale, elle génère une illusion de souveraineté qui finit par fragiliser. L'isolement prolongé entretient une activation permanente des systèmes de vigilance. L'organisme se tend, l'esprit se ferme. La perception du monde devient plus défensive, moins confiante. Le lien humain n'est pas un supplément facultatif mais un mécanisme de régulation. Sans lui, la charge émotionnelle de la vie devient plus difficile à distribuer. La solitude trop longue érode l'empathie, réduit la tolérance au stress et renforce les interprétations négatives. Ce n'est pas le choix d'être seul qui pose problème, mais l'absence de point d'ancrage relationnel stable. Symétriquement, l'interdépendance peut devenir excessive lorsqu'elle se fonde sur la peur plutôt que sur la liberté. Dans certains environnements, la cohésion du groupe est maintenue par la conformité et la crainte d'être rejeté. La norme devient plus importante que la compréhension. L'individu se replie alors sur des comportements qui assurent la sécurité apparente mais le privent de son discernement. Les processus psychologiques qui favorisent l'autonomie intérieure s'affaiblissent. La motivation intrinsèque se dissout.
Le monde relationnel peut alors devenir un espace où l'on se sent surveillé, évalué, où la spontanéité est remplacée par la prudence. Cette forme d'interdépendance crée des relations où la présence est physique mais où l'esprit se retire. Le véritable équilibre se construit dans une dynamique beaucoup plus subtile. Il demande que chacun puisse affirmer sa singularité tout en reconnaissant sa reliance. Savoir décider sans rompre le lien, écouter sans se dissoudre, participer sans renoncer à sa lucidité. Cette intelligence relationnelle est l'une des compétences humaines les plus déterminantes. Elle ne s'acquiert ni par le retrait ni par la fusion, mais par un apprentissage progressif du discernement. Elle consiste à comprendre que le lien n'est pas une contrainte mais une force qui permet d'élargir ses perspectives. Et que la liberté n'est pas un refus du collectif mais une manière de contribuer à celui-ci avec plus de clarté. Dans la vie quotidienne, cet équilibre se manifeste souvent de manière discrète. Il apparaît dans ces moments où l'on se sent capable de dire non sans rompre une relation, ou dans ces instants où l'on ose demander de l'aide sans se sentir diminué. Il se révèle dans une conversation où l'on peut exprimer une idée personnelle tout en restant ouvert aux arguments de l'autre. Dans une équipe qui fonctionne bien, chacun trouve sa place sans que la diversité devienne un obstacle. Les compétences individuelles ne sont pas sacrifiées au profit du groupe, et le groupe ne fragilise pas ses membres en les enfermant dans des rôles rigides. Cette complémentarité produit une forme d'énergie collective qui dépasse la somme des efforts individuels. Cet équilibre est également perceptible dans le ressenti intime. Lorsque la liberté et l'appartenance sont harmonisées, l'être humain éprouve une forme de paix intérieure. Il se sent cohérent, relié sans être absorbé, autonome sans être isolé. Sa créativité s'exprime plus librement. Ses relations deviennent plus authentiques car elles sont nourries par le choix et non par la nécessité. Il développe une capacité à se comprendre lui-même à travers les interactions qu'il entretient. L'autre n'est plus une menace pour son autonomie, ni un refuge pour ses insécurités, mais un partenaire d'expérience et d'existence. Dans les sociétés humaines, on observe que les structures les plus stables sont celles qui permettent cette double dynamique. Elles offrent des espaces d'expression individuelle et encouragent en même temps la coopération. Elles valorisent la singularité tout en rappelant que cette singularité prend sens dans un ensemble plus vaste. Les communautés où l'on peut contribuer librement sans être réduit à une fonction sont plus résilientes. Elles supportent mieux les crises et s'adaptent plus rapidement aux changements. Là où la liberté est reconnue, la responsabilité grandit. Là où le lien est préservé, la confiance circule. Les deux réunis créent un climat qui soutient la croissance personnelle autant que la cohésion collective. Cette compréhension invite à voir la relation humaine comme une dynamique vivante plutôt qu'un état fixe. Rien n'est immobile. Le besoin de liberté s'intensifie parfois selon les étapes de la vie, tout comme le besoin de se sentir relié. Les périodes de transition, les ruptures, les deuils, les changements professionnels ou personnels modifient l'équilibre intérieur. L'être humain avance souvent par vagues. Parfois il se retire pour se recentrer. Parfois il se rapproche pour se ressourcer. L'important n'est pas d'être constamment équilibré, mais de savoir reconnaître quand l'un des deux pôles devient trop dominant. La conscience de ce mouvement permet de réajuster progressivement sa trajectoire intérieure. Ainsi se déploie l'expérience humaine entre liberté et appartenance. Et cette dynamique, pour devenir pleinement vivante, doit encore être explorée dans sa dimension intérieure, là où se construisent la confiance, la présence à soi et la capacité d'ouvrir un espace authentique à l'autre. Lorsque l'on contemple la relation entre liberté et appartenance sous l'angle intérieur, un élément apparaît immédiatement. Pour s'accorder pleinement aux autres, il faut d'abord parvenir à une certaine clarté envers soi-même. L'être humain avance dans la vie avec un monde intérieur fait de désirs, de peurs, de représentations et de souvenirs. Ce monde influence silencieusement sa manière d'entrer en relation. Les besoins d'autonomie et de lien n'existent jamais dans l'absolu.
Ils prennent forme dans une histoire particulière, marquée par l'enfance, les expériences relationnelles, les modèles affectifs et les choix successifs qui ont façonné la personnalité. La liberté n'est donc pas seulement une disposition extérieure. C'est une capacité interne à discerner ce qui nous convient, à comprendre ce que nous ressentons vraiment, et à pouvoir agir en cohérence avec cela. De la même manière, l'appartenance n'est pas uniquement un ancrage social. C'est un sentiment intime, parfois fragile, qui apparaît quand une personne se sent reconnue et accueillie dans son expression la plus authentique. Ce sentiment peut naître au sein d'une famille, d'un groupe d'amis, d'une communauté professionnelle ou d'un projet collectif. Mais il peut aussi se développer dans un lien plus discret, parfois même dans la simple présence de quelqu'un qui écoute avec attention. L'être humain n'a pas besoin de milliers de relations pour se sentir relié. Quelques liens fiables suffisent à créer un socle solide. Ce socle agit comme un point d'appui qui permet de prendre des risques, d'explorer de nouvelles directions ou d'assumer des décisions difficiles. L'un des aspects les plus complexes de cette dynamique est que liberté et appartenance évoluent au fil du temps. Elles ne suivent pas une ligne directe. Elles se déplacent, se modifient, se réajustent. Il arrive qu'une personne, après une longue période de vie centrée sur le lien, ressente soudain le besoin de s'émanciper. Elle veut retrouver de l'espace, affirmer son propre rythme, redevenir maîtresse de ses choix. À l'inverse, quelqu'un qui a vécu dans une grande autonomie peut éprouver un besoin profond de se rapprocher, de partager davantage, de se sentir porté par un collectif. Ces mouvements ne sont ni des erreurs ni des contradictions. Ils témoignent de la plasticité du psychisme humain, toujours en quête d'un équilibre plus subtil. Cette plasticité s'appuie sur un mécanisme essentiel, la capacité d'autorégulation. L'être humain ajuste en permanence son rapport au monde en fonction de ce qu'il vit et de ce qu'il ressent. Cette autorégulation repose sur la conscience de soi, sur la perception de ses limites, de ses aspirations et de ses tensions internes. Lorsque quelqu'un ressent trop de pression sociale, il peut instinctivement se tourner vers des espaces de solitude pour se recentrer. Quand il traverse une période d'incertitude ou de fatigue émotionnelle, il peut chercher davantage de proximité, de soutien, de chaleur humaine. Ces allers-retours ne reflètent pas une instabilité mais une sagesse biologique et psychologique. Ils permettent de maintenir une cohérence intérieure face à la complexité du réel. Pourtant, ces ajustements deviennent difficiles lorsque la personne est coupée de son ressenti. Dans un monde où la vitesse, la performance et l'information occupent une place considérable, il devient plus compliqué de prêter attention à ce qui se passe en soi. On peut confondre le besoin de solitude avec un repli, ou rechercher compulsivement le lien pour combler un vide intérieur. Il est alors essentiel de retrouver un espace où la conscience peut se déployer, où l'on peut écouter la nuance de ses émotions, et reconnaître si l'on s'oriente vers les autres par désir ou par peur. La qualité de la relation dépend de cette lucidité intérieure. L'affirmation de soi occupe une place centrale dans cet équilibre. Elle ne consiste ni à imposer ses volontés, ni à se dissoudre dans celles des autres. Elle repose sur la capacité à exprimer une pensée ou un besoin sans agressivité et sans renoncement. Cette forme de présence demande du courage, car elle suppose d'oser se montrer tel que l'on est, avec ses forces et ses vulnérabilités. Beaucoup de personnes redoutent ce dévoilement. Elles préfèrent s'ajuster aux attentes extérieures, ou au contraire se protéger derrière une indépendance rigide. Mais cette peur de l'authenticité finit souvent par les éloigner d'elles-mêmes et des autres. Il devient difficile d'être libre lorsqu'on passe son temps à se conformer. Il devient difficile d'être en lien lorsqu'on s'enferme dans une façade. À l'inverse, quand quelqu'un apprend à exprimer ce qu'il ressent sans violence et sans effacement, un espace relationnel plus sain apparaît. L'autre peut répondre, s'ajuster, proposer, clarifier. L'échange devient un lieu où se construit quelque chose de plus large que les deux individus. La relation cesse d'être un rapport de force et devient un terrain de coopération. Cette coopération n'implique pas d'accord permanent.
Elle implique la capacité à traverser les désaccords sans que l'un ou l'autre ait le sentiment d'être menacé. C'est là que liberté et appartenance se rencontrent. La liberté s'exprime dans la parole authentique. L'appartenance se manifeste dans l'écoute réciproque et la volonté de comprendre. Cette manière d'être en relation est particulièrement visible dans les environnements où la confiance circule. La confiance n'est pas un état immobile. Elle se construit par des gestes répétés, parfois subtils, qui montrent que l'on peut compter l'un sur l'autre. Elle grandit lorsque les engagements sont tenus, quand la parole est claire, que l'on peut reconnaître une erreur sans craindre d'être humilié. Dans un tel climat, l'autonomie augmente naturellement. Chacun se sent suffisamment en sécurité pour essayer de nouvelles idées, proposer des initiatives ou prendre des responsabilités. La créativité y trouve un terrain fertile. Les tensions peuvent être abordées plus sereinement, car la relation n'est pas fragile. Elle dispose d'une base suffisamment solide pour absorber les désaccords. À l'opposé, lorsque la confiance se dégrade, l'équilibre se rompt. La parole se rétrécit, les gestes se figent, les intentions deviennent opaques. Chacun surveille l'autre au lieu de s'ouvrir. L'énergie qui aurait pu être consacrée à la coopération se dirige vers la protection et la vigilance. Dans un tel contexte, l'autonomie se transforme en méfiance et l'interdépendance devient une contrainte. Il devient difficile de travailler ensemble, encore plus difficile de créer et presque impossible de se sentir relié. La rupture de la confiance n'appartient pas à un seul individu. Elle concerne la manière dont tout un système relationnel s'organise. Pour la restaurer, il faut souvent réintroduire des moments de clarté, de sincérité et d'écoute attentive. Ces gestes permettent à la relation de retrouver une forme de respiration naturelle. Il existe également une dimension plus intime de cet équilibre. Elle concerne la valeur que chacun s'accorde à lui-même. Une personne qui se sent intérieurement légitime n'a pas besoin de surjouer l'indépendance ni de rechercher compulsivement l'approbation. Elle peut entrer en relation avec une présence stable, capable d'accueillir l'autre sans se perdre et de s'affirmer sans blesser. Cette stabilité intérieure se construit souvent progressivement, dans un long travail d'intégration des expériences passées. Elle demande de reconnaître les blessures anciennes, les peurs héritées, les modèles relationnels reproduits parfois malgré soi. En les rendant conscients, on offre à cette histoire une chance de se transformer. Ce processus n'efface rien mais il libère de l'espace pour une manière plus libre d'être en lien. Sur le plan collectif, l'articulation entre liberté et appartenance devient une question politique au sens large, c'est-à-dire liée à la manière dont une communauté s'organise pour permettre à chacun de vivre pleinement. Les sociétés qui privilégient exclusivement la performance individuelle créent souvent un climat de compétition permanente. Les liens s'y affaiblissent, la confiance décline et l'insécurité relationnelle augmente. À l'inverse, les sociétés où l'appartenance est imposée par des normes rigides limitent l'expression personnelle et inhibent l'innovation. Dans les deux cas, quelque chose de l'élan vital s'étiole. Les communautés les plus vivantes sont celles qui encouragent la diversité des perspectives tout en structurant des espaces de collaboration. Elles reconnaissent que la créativité naît souvent des échanges entre individus singuliers et que la solidité d'un groupe dépend de la qualité des relations qui le composent. Cette dynamique se retrouve dans des contextes très variés. Dans une famille, par exemple, l'équilibre entre liberté et appartenance se joue dans l'art de laisser chacun évoluer à son rythme tout en maintenant un cadre de soutien et de présence. Un enfant a besoin d'explorer pour devenir autonome, mais il a aussi besoin de sentir que le lien reste disponible. Un adulte a besoin de se réaliser personnellement, mais il a aussi besoin de relations qui le soutiennent et qui l'aident à traverser les périodes difficiles. La qualité du lien familial ne se mesure pas à l'absence de conflits, mais à la manière dont ces conflits peuvent être abordés sans détruire la relation. Dans les environnements professionnels, cet équilibre se joue dans la manière dont les équipes sont organisées. Une équipe performante n'est pas une équipe où tout le monde pense de la même façon.
C'est une équipe capable d'articuler des compétences et des sensibilités différentes autour d'un objectif commun. Les membres peuvent y exprimer leurs idées sans craindre d'être dévalorisés, et chacun peut compter sur le soutien des autres dans les moments de tension. Cette complémentarité favorise la responsabilité individuelle et la solidarité collective. Lorsque l'un de ces éléments manque, l'ensemble du système se déséquilibre. Trop de liberté crée du désordre. Trop d'appartenance crée de la rigidité. Ce qui permet à une équipe de prospérer, c'est la qualité du dialogue, la clarté des rôles et la confiance mutuelle. Dans le domaine social plus large, la question de l'équilibre pose celle du vivre ensemble. Les villes, les institutions, les associations, les réseaux d'entraide participent à cette construction du lien. Elles offrent des espaces où l'on peut rencontrer d'autres perspectives, apprendre à coopérer, se confronter à la différence sans la percevoir comme une menace. Le tissu social joue un rôle similaire au tissu biologique. Il soutient les individus, distribue la charge émotionnelle, permet aux tensions d'être absorbées plutôt que de se cristalliser. Lorsque ce tissu se fragilise, l'isolement augmente. Les personnes se replient sur leur sphère privée, perdent confiance dans les autres et dans les structures collectives. L'insécurité relationnelle s'accroît, et avec elle la difficulté à maintenir un équilibre intérieur. En revenant à l'expérience intime, on observe que plus la personne développe une conscience claire de ses besoins, plus elle devient capable d'ajuster son rapport aux autres. Elle comprend que l'autonomie n'est pas un refus du lien mais une manière de mieux y participer. Elle reconnaît que l'appartenance n'est pas une dépendance mais une forme d'alliance. Ce double mouvement permet de sortir des extrêmes qui enferment. Il ouvre un espace où la relation devient un lieu d'expansion plutôt qu'un lieu de tension. La vie relationnelle n'est alors plus perçue comme un compromis entre deux forces opposées mais comme un processus vivant qui fait grandir l'individu autant que le collectif. Cette compréhension prépare une exploration encore plus profonde. Car si la liberté et l'appartenance façonnant le lien extérieur, elle transforme aussi la manière dont se construit la confiance fondamentale qui permet d'entrer en communication authentique avec soi et avec les autres. Lorsque l'on resitue liberté et appartenance dans la profondeur de l'expérience humaine, une dimension encore plus subtile apparaît. Elle concerne la manière dont se construit la confiance, non seulement envers les autres, mais envers soi-même. La confiance n'est jamais donnée une fois pour toutes. Elle se tisse et se retisse à travers les expériences, les paroles, les émotions traversées et comprises. Elle constitue le socle sur lequel l'être humain peut s'exprimer de manière authentique. Sans cette confiance interne, la liberté se rétrécit et l'appartenance devient fragile. Avec elle, les deux se renforcent mutuellement et ouvrent un espace relationnel d'une grande qualité. La confiance intérieure se forme d'abord dans la continuité entre ce que l'on ressent, ce que l'on pense et ce que l'on exprime. Lorsque ces trois dimensions s'accordent, l'individu se sent cohérent, et cette cohérence rayonne vers les autres. Mais lorsque l'une est coupée des deux autres, la relation devient plus incertaine. Il arrive que l'on ressente quelque chose que l'on ne s'autorise pas à reconnaître. Il arrive que l'on pense quelque chose que l'on n'ose pas formuler. Il arrive que l'on dise ce que l'on ne pense pas pour préserver un lien fragile. Ces décalages créent des tensions internes. Elles érodent la spontanéité, modifient la perception de soi et introduisent dans la relation une forme d'opacité. Cette opacité n'est pas toujours visible, mais elle se ressent. Elle peut rendre la parole hésitante ou trop contrôlée. Elle peut transformer une relation en une succession de stratégies plutôt qu'en un espace de rencontre. Le retour vers un équilibre plus harmonieux demande alors de réapprendre à écouter ce qui se passe en soi. Cette écoute n'est pas un repli. Elle n'est pas une introspection excessive. C'est une attention qui permet de distinguer les émotions passagères des besoins profonds, les impulsions des intentions réelles, les discours appris de la parole authentique. Cette attention à soi rend possible une parole plus juste. Elle clarifie la manière d'entrer en lien, car elle révèle ce que l'on veut vraiment partager et ce que l'on garde par peur ou par habitude.
L'authenticité, dans cette perspective, ne consiste pas à tout dire. Elle consiste à dire ce qui éclaire la relation plutôt qu'à se dissimuler derrière des rôles figés. Elle demande de reconnaître que l'autre ne peut pas deviner ce que l'on ressent. Elle demande aussi de comprendre que la parole n'est pas une arme, mais un moyen d'ouvrir un espace commun. Dans beaucoup de relations, les non-dits s'accumulent. Ils deviennent des murs invisibles qui empêchent la coopération, l'intimité ou la compréhension mutuelle. Souvent, il suffirait d'une phrase précise, formulée calmement, pour dénouer un nœud relationnel. Mais cette phrase demande une conscience de soi suffisamment stable pour accepter le risque de se révéler. Ce risque, lorsqu'il est assumé dans un climat de confiance, transforme profondément le lien. Cette transformation se produit notamment dans les relations où l'écoute occupe une place centrale. L'écoute véritable n'est jamais passive. Elle demande une présence attentive, dénuée de jugement immédiat. Elle demande la capacité de laisser l'autre exprimer son point de vue sans chercher à l'interrompre ou à le corriger trop vite. Une telle écoute apaise les tensions, car elle donne à l'autre un espace pour se montrer tel qu'il est. Elle révèle également les nuances qui échappent à une conversation trop rapide ou trop orientée. L'écoute sincère soutient l'autonomie autant que l'appartenance. Elle permet à chacun de se sentir respecté dans sa liberté tout en renforçant le lien. Cette qualité d'écoute a des répercussions sur la manière dont on interprète les intentions d'autrui. Dans un climat où la confiance est fragile, chaque silence peut être perçu comme une menace, chaque divergence comme un rejet. Dans un climat où la confiance est solide, ces mêmes éléments deviennent des occasions d'ajustement et de clarification. La relation ne repose plus sur des certitudes rigides mais sur une dynamique de compréhension mutuelle. C'est dans cette dynamique que liberté et appartenance trouvent leur maturité. On constate également que plus la communication est authentique, plus les relations deviennent résilientes. Une relation résiliente n'est pas une relation sans conflit. C'est une relation où le conflit ne met pas fin au lien. Il devient un moment de réorganisation. Il permet de réaffirmer les besoins, de rééclairer les valeurs et d'ajuster les comportements. Dans une telle relation, personne n'a besoin de se défendre constamment. La parole n'a pas besoin d'être parfaite. Elle peut hésiter, se reprendre, évoluer. Elle peut exprimer des limites sans blesser. Elle peut accueillir une critique sans se sentir détruite. Ce climat crée une forme de sécurité interne qui favorise la croissance personnelle autant que la stabilité collective. Cette sécurité prend racine dans un sentiment d'appartenance choisi plutôt qu'imposé. Lorsque l'on se sent appartenir à un groupe par choix, le lien ne nous enferme pas. Il devient un espace où l'on peut se développer avec les autres. Il devient un lieu où la liberté se déploie plus largement, car elle n'est plus vécue comme une rupture mais comme une contribution. La coopération qui en résulte n'a rien d'une soumission. Elle vient d'une compréhension profonde de la manière dont les trajectoires individuelles s'entrecroisent pour renforcer la dynamique collective. Dans cette vision, le lien social n'est pas opposé à la liberté individuelle. Il en est l'un des fondements. Un individu isolé a du mal à soutenir durablement ses propres choix. Il peut avancer un temps par volonté ou par nécessité, mais il finit souvent par manquer de soutien, de perspective ou de feedback. À l'inverse, un individu trop dépendant du groupe peut perdre le goût de ses propres intuitions. Il peut se conformer pour éviter les tensions, au détriment de sa créativité et de son discernement. L'équilibre se trouve dans une articulation vivante entre ces deux pôles. C'est cet équilibre qui permet à la personne de devenir à la fois ancrée et ouverte, stable et adaptable, singulière et reliée. Il existe également une dimension plus large, presque culturelle, à cette dynamique. Chaque société valorise différemment la liberté et l'appartenance. Certaines mettent l'accent sur la responsabilité individuelle, d'autres sur la solidarité. Ces orientations influencent la manière dont les individus perçoivent leur propre rapport au monde. Mais quelle que soit la culture, les besoins fondamentaux restent les mêmes. L'être humain cherche à se sentir capable et à se sentir relié.
Il cherche à agir et à être soutenu. Ses besoins ne changent pas, mais la manière de les équilibrer varie selon les contextes, les personnes et les moments de vie. Comprendre cette diversité permet de développer une forme d'empathie plus nuancée. L'empathie ne consiste pas seulement à ressentir ce que l'autre ressent. Elle consiste à percevoir le cadre psychologique dans lequel l'autre évolue. Elle demande de reconnaître que chacun cherche, à sa manière, à ajuster sa liberté et son besoin de lien. Cette reconnaissance ouvre un espace relationnel plus apaisé. Elle permet d'éviter les interprétations rapides et les jugements hâtifs. Elle crée les conditions pour un dialogue qui s'enracine dans la compréhension plutôt que dans la réaction. Cette forme de dialogue mène naturellement à un autre aspect fondamental de l'expérience humaine. Lorsque liberté et appartenance s'harmonisent, la parole devient un outil d'exploration. Elle n'est plus seulement un moyen de transmettre des informations. Elle devient un moyen de se découvrir et de découvrir l'autre. Par la parole, l'être humain met en forme ses sensations, organise ses pensées, clarifie ses émotions. Il transforme l'intérieur en extérieur. Il rend partageable ce qui n'existait jusque-là que sous forme diffuse. Cette transformation a un impact profond sur la relation. Elle permet à deux personnes de construire une réalité commune, de coordonner leurs intentions, de trouver un terrain d'entente même lorsque leurs expériences diffèrent. Elle permet également de réparer un lien abîmé ou de renforcer un lien déjà solide. La parole authentique crée un pont entre les mondes intérieurs. Elle donne à la liberté une direction et à l'appartenance une profondeur. Ainsi, l'équilibre entre liberté et appartenance n'est pas seulement une question de positionnement extérieur. C'est un processus intérieur qui se prolonge dans la manière dont on communique, écoute et se rend présent à l'autre. Cet équilibre devient un terrain d'apprentissage pour une compétence plus vaste encore. Une compétence qui façonne toutes les interactions humaines et qui conditionne la qualité du vivre ensemble. Une compétence qui demande à la fois discernement, sensibilité, courage et clarté. C'est cette compétence qui ouvre naturellement la partie 26, la parole et la communication authentique, où se révèle la manière dont l'être humain transforme sa présence intérieure en un échange qui peut éclairer, relier et apaiser.